Chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de la chaire Henri Lafontaine sur notre chaîne YouTube de la Fondation Henri Lafontaine. Et nous allons évoquer un homme qui partage un certain nombre de combats et de valeurs avec Henri Lafontaine. Il s'agit de Francisco Ferrer y Guardia, le fondateur, le penseur, le réalisateur de ce qu'on appelait l'école moderne en Espagne et qui a rayonné bien au-delà, puisque si vous êtes déjà passé par Bruxelles et par les sites de l'Université libre de Bruxelles, vous n'aurez pas manqué de voir en face de la statue du fondateur de l'ULB le monument qui est dédié à Francisco Ferrer. Pour nous en parler aujourd'hui, quelqu'un qui sait tout à propos de Francisco Ferrer y Guardia, qui est Jean-Francesc Pont, qui est professeur de droit à l'Université de Barcelone et surtout fondateur et président de la Fondation Francisco Ferrer. Bonjour Jean-Francesc Pont. Bonjour Eddie. Alors, on va commencer par ce lien physique aussi entre Bruxelles et Barcelone. Nous nous sommes connus lorsque la ville de Bruxelles, avec celui qui à ce moment-là occupait déjà une fonction de bourgmestre, qui était Freddy Tillmans, avait décidé de réaliser une copie parfaite du monument existant à Bruxelles, pour venir l'inaugurer avec vous à Barcelone, dans le fossé de Montjuïc, à peu près là où sans doute se terminera l'histoire que nous allons évoquer, là où Francisco Ferrer a été fusillé le 13 octobre 1909. Et c'était à deux doigts, à deux pas de ce qui allait devenir le stade olympique des Jeux de Barcelone. Ce lien fort entre là-bas et ici est aussi historique. Beaucoup de soutien à l'époque même du procès de Ferrer naît ici. En effet, la ville qui a concentré les supports à Ferrer avant et après de sa mort était Bruxelles, et de Bruxelles, le reste du monde. C'est en 1910 qu'on construira le monument de Bruxelles, qui a une histoire pendant les deux guerres mondiales très intéressante. Et on se souvient qu'en 1931, le conseil municipal de Barcelone, après les premières élections démocratiques pour le conseil de Barcelone, on a demandé l'original du monument à la mairie de Bruxelles. Et il y a un débat sur Ferrer, dans lequel les républicains, les radicaux, les socialistes défendent Ferrer, et la droite catholique les condamne. À 50 ans après, 55 ans après, en 1989, la mairie de Barcelone fera un autre débat, avec les mêmes arguments, en faveur et contre. Il y avait surtout, cette fois, des conseillères socialistes, Madame Maria Aurelia Capmany et Mme Marta Mata, des femmes en valeur qui défendent la figure de Ferrer. Et à la fin, l'accord municipal sera donner support à la Fondation Francisco Ferrer pour ériger un monument à Montjuïc. Ce ne sera pas un monument directement municipal. On trouvera cette formule avec le maire Pasqual Maragall, même si sera la mairie qui payera les frais, mais de cette façon pour éviter les réactions de l'Église catholique et de la droite. Alors, on a demandé en copie, le maire Pasqual Maragall nous a dit vous allez à Bruxelles et vous voyez qu'est-ce qui passe. Nous avons trouvé l'échevin de Boart, Freddy Tillmans, qui a commencé la réunion d'une façon très sympa parce qu'il a dit que le thème d'aujourd'hui, c'est Francisco Ferrer. Alors il a dit, ça c'est un thème important, s'il vous plaît, pouvez-vous porter des gin tonics? Alors, avec ça, on a commencé une très belle réunion dans laquelle on a réglé en 30 jours les 1000 documents qu'on avait besoin pour faire une copie. Le maire Pasqual Maragall m'a demandé comment est-ce que tu as obtenu de faire ça assez rapidement. Et je lui ai dit, écoute, parce que Francisco Ferrer est beaucoup plus aimé à Bruxelles encore qu'à Barcelone.
Il est remarquable d'ailleurs de voir que cette statue qui avait été érigée au centre-ville, qui avait d'ailleurs été déplacée une ou deux fois, se retrouve en 1984, lors du 150e anniversaire de l'Université libre de Bruxelles, rapatriée par le recteur de l'université de l'époque, Hervé Asquin, face à la statue du fondateur de l'ULB. Et il y a un dialogue évidemment entre les deux. Est-ce qu'on peut dire, parce que ce sont des hommes du même siècle, le 19e siècle, que ce sont, dans leur système respectif, Verhagen est un grand bourgeois, Ferrer est un anarchiste, est-ce qu'ils ont quand même le même sens des valeurs pour l'humanité? Je pense que certainement, parce que à la fin de sa vie, Ferrer reçut un héritage très important et il décide d'investir tout dans l'enseignement. Alors, il pouvait aller voyager par le monde, hein, mais il a décidé de rester à Barcelone, faire l'école moderne, laisser ce projet éducatif pédagogique en liberté. Et il le fait avec des bourgeois à l'époque qui ont décidé que le projet de Ferrer était vraiment le chemin pour créer une société meilleure. Chercher l'émancipation, parce que c'est ça qu'il cherche à faire, des esprits, par un nouveau système d'école. Avant qu'on essaye de décrire ce système d'école, c'est aussi révolutionnaire parce qu'il estime que les jeunes femmes ont droit à l'enseignement aussi. Bien sûr. L'enseignement de Ferrer est mixte de premier jour. Hein, il travaille avec Madame Jacquinet, avec des autres professeurs, et l'école est ouverte aux enfants de deux sexes. Alors, cette école, qui est le projet de sa vie, en quoi est-elle à ce point nouvelle? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Il y a des choses qu'on peut peut-être considérer anecdotiques, mais chaque matin, on ouvre les fenêtres. Pour faire rentrer l'air. Pour faire rentrer l'air. L'hygiénisme de l'époque entre certains secteurs libre-penseurs est adopté de façon directe. Il y a de la lumière dans les classes contre l'obscurité de l'école catholique de Temple. C'est une petite école, mais on stimule les alumnes à comprendre, à décider par elles-mêmes. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont absolument révolutionnaires pour l'époque. On va essayer de comprendre d'où vient Ferrer. Ferrer, de quel type de famille il provient? Il vient d'une famille agricole, conservatrice et catholique, à Alella, un village à 20 km de Barcelone. Mais quand il a 13 ans, la famille l'envoie à San Martí de Provençal, c'est une des villes antérieures à Barcelone, que maintenant c'est Barcelone, à travailler avec son oncle. Son oncle, c'est un libre penseur et commence à influencer la pensée. L'émancipation de Ferrer se produit dans son travail avec son oncle. C'est ça l'élément déclencheur? Je pense qu'au moins c'est le commencement. Et à partir de ça, il y a un moment où il travaillera dans la ligne de chemin de fer de Barcelone à Cervera en France, à la frontière, et ça lui permet, et il organisera une petite bibliothèque dans le train, et il prêtait des livres, il les lisait, il passait des livres de France à l'Espagne. Alors, cette lumière culturelle qui vient de l'étranger influencera à lui-même et à ses amis. La pensée politique de Ferrer n'aboutit pas immédiatement à l'anarchisme. Quel est le cheminement? Lui, il est un républicain. Alors dans une monarchie sévère, hein? Dans une monarchie très dure. Dans une monarchie très dure, avec des grands partis, les libéraux et les conservateurs, qui se distribuaient le pouvoir, et avec un roi
avec beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence politique. Nous utilisons un mot bourbonéard pour expliquer un roi qui doit être dans toutes les salles. Et lui, il trouve Ruiz Zorrilla, c'est un leader républicain, et il travaille avec lui. Et il est la connexion aussi entre l'exil républicain et l'intérieur. Alors, on va à divers moments de sa vie, dès lors qu'il aura publiquement, on va dire, avoué son anarchisme, on va régulièrement tenter de l'accuser de toutes les actions anarchistes qui traversent l'Espagne, voire plus. Est-ce que c'est un violent? Non. Lui, il utilise un nom symbolique 0 pour signer ces articles. Ce sont des articles durs en défense des travailleurs, mais il ne justifie jamais la violence. Dans certaines occasions, peut-être, il peut dire que l'oppression sociale, c'est assez grande qu'il faudrait faire quelque chose. Mais lui, ce n'est pas violent. Et quand elle commence à écrire, il est un homme de paix. Mais c'est vrai que comme un homme connu, que les porte-paroles aux journaux, et surtout dans un journal qu'il crée qui s'appelle La Huelga Générale, la grève générale, ce titre, c'est un titre combatif. Il faut entendre ces choses dans les temps, la fin du 19e siècle. Et alors, lui, il dit clairement ce qu'il pense. Et alors, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et ça, c'est un danger pour les classes dominantes, pour l'Église, pour le gouvernement de tourne, et même pour les premières autorités de la Catalogne, la Mancomunité, présidée par Prat de la Riba. Tout l'establishment de l'époque sera ennemi de Ferrer. Il n'est pas le seul, mais il est quand même remarquable, et donc on va faire remarquer que Francisco Ferrer, anarchiste, est franc-maçon. Oui. Il est initié à Barcelone et il participera aux travaux maçonniques en Espagne, en Belgique et à Paris. Pour un anarchiste, c'est rentrer dans une institution bourgeoise. Oui, mais ce n'est pas un phénomène rare dans l'Espagne de l'époque, et même dans l'Espagne des années 70, on trouvait aux 70 des anarchistes, des vieux anarchistes, si on peut dire, qui venaient de la République et de la Révolution. Ils ont gardé son affiliation maçonnique toute sa vie. Et ça serait très intéressant un jour peut-être d'écrire sur cette liaison entre les anarchistes et les francs-maçons, qu'on trouvera après dans des circonstances différentes. Par exemple, les années 40 en Espagne, il avait les maquis, la dernière résistance antifranquiste, il avait une maquis communiste et une maquis anarchiste. On ne se parlait pas les uns avec les autres. Mais quand la police prenait des maquis anarchistes, les avocats bourgeois qui les défendaient étaient d'anciens francs-maçons qui ne pouvaient pas dire qu'il y était, parce que sous Franco était interdit, des anciens radicaux socialistes qui ont travaillé beaucoup en la défense des anarchistes et jamais des communistes. Alors, on garde cette liaison historique que j'avais l'opportunité d'étudier quand un académicien de la Royal Academy des sciences économiques est mort, et il était très vieux. Et alors, on m'a dit, écoute, est-ce que tu peux parler de lui? C'était seulement parce qu'aucun pouvait le faire. Et alors, j'ai trouvé que cet homme avait été un phalangiste non gouvernemental, c'est des choses difficiles à comprendre, mais un phalangiste éloigné de Franco,
en coordination avec un ancien franc-maçon et radical à Madrid, qui ne pouvait pas sortir de Madrid, et on a travaillé ensemble à la défense de maquis anarchistes. Alors, tous ces rapports et liaisons sont partis de l'histoire de l'Espagne. Revenons à Francisco Ferrer. S'il fallait qualifier sa pensée politique et son action politique, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Je pense que lui, il est un personnage raisonnable. Il combat pour la République contre la monarchie et il constate qu'on ne peut pas faire rien. Après, il prétend détruire aucune structure de pouvoir et laisser au peuple de s'organiser. Et il constate que ça, c'est très difficile. Et il est contre la violence. Alors, la troisième étape, la dernière, c'est l'éducation. Et son option politique, c'est l'éducation. La disparition de la haine, la création d'une société dans laquelle la disparition des différences en la connaissance et à la science pourrait faire possible un dialogue, la construction d'une société sans classe sociale. Lui, il est un optimiste. Et il est à la fin condamné par cet optimisme. Laisse-moi dire une chose. Quand Antonio Maura, le Premier ministre, et Enric Prat de la Riba, le président de la Mancomunauté de Catalogne, cherchent des coupables pour la nommée Semaine tragique de juillet 1909, trouvent pas seulement Francisco Ferrer. Il trouve un garçon de 14 ans qui travaillait dans le carbone et qu'il était handicapé, il n'avait pas la capacité mentale suffisante. Et alors, on a condamné lui le premier. Et quand il a passé par devant de son patron, il a regardé les yeux et il a compris qu'il va mourir. On a tué les premières une personne qui ne comprenait pas rien. C'est vrai, pendant la semaine tragique, lui, il a trouvé les squelettes de religieuses qu'on avait exhumées et il a dansé avec elles. Mais lui, il n'avait aucune capacité pour commettre une infraction ou un délit. Non? Et il a été condamné les premières. C'était la vengeance d'un système. Et la deuxième victime a été clairement Francisco Ferrer. Alors, on reprend les travaux. Son grand credo, c'est l'enseignement. Donc, c'est un homme qui croit en la jeunesse. Aujourd'hui, la Fondation Francisco Ferrer y Guardia que vous présidez, Jean-François Spon, attache de l'importance à l'idée de la jeunesse, de la paix et de l'enseignement, et de la participation démocratique. Et ça, c'est une question importante, parce que de nos jours, il y a une certaine fatigue démocratique. Nous essayons de combattre la fatigue, nous constatons la fatigue. Chaque fois, il y a moins de gens qui votent, il y a moins d'affiliés aux partis politiques. La politique a devenu une question de certains groupes, je ne dirais pas des élites, mais on pourrait dire des élites politiques, dans le sens que de tous les secteurs sociaux, il y a une petite portion de gens qui se disent politique. Mais ça sera très difficile de trouver une personne avec un travail normal qui décide de participer à la politique comme leader. Et au moment du vote, chaque fois, il y a moins de gens qui décident de voter. Alors, cette distance de la politique est même théorisée dans les journaux. Cette distance est terrible, parce que alors on laisse le gouvernement des citoyens en main on ne sait pas qui. On commence à avoir une extrême droite, une nouvelle droite extrême, qui je pense que c'est différent du vieux franquisme, de la vieille société conservateur. C'est xénophobe, on répète la même chose que les vrais Finlandais, ou que l'extrême droite belge, ou que l'extrême droite français.
on dit l'Espagne pour les Espagnols ou la Catalogne pour les Catalans. On n'aime plus l'immigration, toutes ces choses. Et on ne condamne pas le passé des dictatures. Ça, c'est un autre débat. Tout ce pouvoir nouveau d'un parti et des idées d'extrême droite vient de la manque de participation. Parce que quand on étudie l'origine des votes d'extrême droite, on trouve des gens qui avaient voté la gauche et qui ont changé, pas idéologiquement, ont changé par des intérêts concrets. Et ça, on peut combattre ça seulement avec une récupération de valeur de la participation politique. Nous travaillons la participation politique directe dans les process de consultation des administrations locaux avec les citoyens pour faire attractifs ces procès. Le problème de beaucoup de ces... Le problème d'être membre de l'association des pères et mères d'une école, c'est qu'à la fin, une réunion chaque 15 jours, on ne peut pas le faire. Il faut trouver des mécanismes, même numériques, pour permettre d'une façon attractive montrer à la gens l'utilité de participer. Alors, vous soulignez qu'un des traits de caractère de Francisco Ferrer, c'est son optimisme. Optimisme, il croit en la jeunesse et aux valeurs de l'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des raisons, dans votre travail avec la Fondation, de rester optimiste? J'avais beaucoup... Mon père, il est mort il a 15 ans. Il disait toujours tu es un optimiste. Non? Et je le disais, et toi, tu es un pessimiste. Même si nous voyons beaucoup de choses de la même façon. Alors, l'optimisme et le pessimisme sont à la fin des nuances sur la réalité. Je pense que pour être optimiste, il faut un certain degré de militantisme pour l'humanité, au progrès de l'humanité. Et alors, si on aimerait avoir un progrès de l'humanité réel, il faut être optimiste. Et c'est ça que nous essayons de transmettre à travers la Fondation et les associations alliées à la Fondation. Vous êtes professeur également, donc pédagogue. Est-ce que les leçons de pédagogie de Ferrer sont encore applicables aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, à l'université, malheureusement, on ne trouve pas le degré de contestation à ce que les professeurs disent. Et on trouve un degré d'acceptation un peu incroyable. J'essaie... Ça vous inquiète? Oui, oui. Et j'essaie de temps en temps de dire quelque chose terrible, non? Vous provoquez. Pour provoquer, pour voir qu'est-ce qu'il passe, et on prend note. Et alors, je dis, non, je dis une chose que c'est ridicule. Alors, vous devez protester, penser, dire. Non? Et alors, cette pédagogie ferrérienne, c'est ça, faire découvrir à mes élèves que l'université, ce n'est pas un lieu pour écouter ce qu'une personne dit et la répéter dans l'examen. Non, non, c'est pour questionner, c'est pour penser librement, c'est pour avoir une idée propre des choses. Je constate que quand j'explique dans ces problèmes, il y a trois solutions. Il y a trois solutions qui sont défendues par M. Tal, M. Tal, M. Tal. Choisis. Il me dit, mais écoutez, pouvez-vous choisir pour nous? Non, non, non. Mais quelle solution vous voulez que nous écrivons au examen? La que vous voulez. La que vous voulez. Les trois sont suffisamment fondés, sont très intéressants, ils sont pensés, il y a des avantages et des désavantages. Je veux que vous pensez sur ça.
Et ça surprend. Et ça surprend, oui. Parce que nous venons d'une éducation primaire et secondaire qui a été très, si vous me permettez, M. Kakelberg, très maternelle. On a protégé d'une façon terrible les élèves. Et ils arrivent à l'université, dans sa majorité, il y a des exceptions incroyables. Il y a des exceptions incroyables. Et c'est ça qui me permet de garder l'optimisme, et c'est ça qui me permet d'aller chaque matin à la fac avec un sourire, parce que je trouverai des gens qui discuteront, qui parleront avec moi. Mais c'est la minorité. La majorité aime de trouver des solutions préfabriquées pour gagner de l'argent. On dit, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Nous voulons gagner de l'argent. Et ce n'est pas seulement ça, non? La vie, c'est beaucoup des autres choses. Est-ce que l'anarchie, comme Ferrer l'entendait, est-ce que l'anarchie aujourd'hui a encore un sens politique? Non. L'anarchie en Espagne aujourd'hui a un certain rôle syndical, minoritaire, mais a abandonné complètement la ligne politique. L'Espagne a vécu un phénomène historique. C'était Federica Montseny, la première dame qui est arrivée au Conseil des ministres, était anarchiste. Alors, nous sommes les seuls pays du monde avec des anarchistes dans une gouverne de coalition de la République. C'était vraiment pour sauver la République. Et ça, j'ai trouvé Federica Montseny, la ministre, dans l'exil de Toulouse. Et je lui ai demandé, vous le ferez une autre fois dans le gouvernement? Elle m'a dit non. Mais de toute façon, elle l'a fait au moment quand il était nécessaire. Alors, la politique et l'anarchisme en Espagne ont une certaine contradiction aujourd'hui dans les records de ces moments de participation au gouvernement. Alors, ils se sont très éloignés. Jean-François Sponge, Henri Lafontaine, qui nous sert ici de guide à la Fondation, et son œuvre est vaste, est un homme qui s'est battu pour la paix, pour l'internationalisme, pour une société avec un gouvernement mondial qui ne connaîtrait plus les classes sociales, etc., pour le féminisme. Ils auraient pu se rencontrer, ils étaient contemporains jusqu'à l'assassinat de Ferrer. Est-ce que ce sont des hommes qui auraient, selon vous, des combats et des points communs qui auraient été possibles de mener ensemble? Oui, je pense que... Ils étaient francs-maçons tous les deux aussi. Tous les deux, on pouvait se trouver dans une loge à Bruxelles. Et Ferrer, on a récupéré son carnet d'adresses qui a été pendant 80 ans gardé par les familles de son frère. C'était aussi le silence et la peur. On a gardé des livres dans un souterrain d'une maison à Llançà, au nord de la Catalogne. On a vu dans son carnet les adresses de presque tout le monde de l'époque. Et alors on a vu que lui, il avait des contacts épistolaires avec beaucoup de gens. Alors il a été toujours ouvert aux idées nouvelles, il était internationaliste, il était en faveur de la paix. Il écrit dans la prison en 1904, il écrit les jours sacrés de chaque religion pour montrer que chaque jour de la semaine est un jour sacré pour les autres, pour sacraliser les dimanches. Alors il apprend beaucoup des rapports qu'il établit en Espagne et dehors de l'Espagne. Revenons-en, bouclons la boucle. Le 13 octobre 1909, dans les fossés de Montjuïc, les photos existent, au moment où il est amené, retiré du camion et amené vers le fossé où il sera fusillé. Il sait qu'il va être fusillé, puisque le procès, la condamnation a été formelle, même si c'est un procès dont vous allez nous dire quelques mots, rapide, inique. On dit en espagnol, sumarísimo.
que c'est un adjectif terrible, parce que ça veut dire brevissimo, très, très, très rapide, un jour au dé. Est-ce qu'il dit... Mais il a droit à la défense. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit? Il garde silence. Et on lui donne 3 noms comme avocat militaire. Et il choisira Francisco Galceran Ferrer, par la coïncidence de nom et des initiales. Et alors, la relation entre Francisco Galceran, le capitaine Francisco Galceran et Ferrer, sera très bonne. Galceran fera un discours montrant l'innocence. D'un côté, en disant Ferrer est innocent parce qu'il n'était pas là, il ne pouvait pas faire rien, tout ça. De l'autre côté, en disant les idées de Ferrer sont idées bonnes pour améliorer l'humanité. Qu'est-ce que vous faites? Francisco Galceran a eu des conséquences négatives dans sa carrière militaire, mais j'avais le plaisir au centenaire 2009. On a fait un hommage à Ferrer au gouvernement catalan et la famille du capitaine Francisco Galceran a participé. Et même une commandante, une autorité militaire de la ville de Barcelone a participé. Non? Et à la sortie, je l'ai dit, mon officier, qu'est-ce que vous pensez je pense que nous, l'armée, nous avons sorti très bien parce que le capitaine Francisco Galceran, il l'a fait très bien. Ça, c'est aussi un symbole de changement en Espagne, que tu peux voir des militaires dans un hommage à Francisco Ferrer. On va se quitter là-dessus en rappelant que cet assassinat de Francisco Ferrer, assassinat légal, mais assassinat quand même, a soulevé une intense émotion partout, mais en particulier aussi à Bruxelles, avec des protestations et puis la volonté de réunir des sommes suffisantes pour l'érection de ce monument en 1910 que l'on retrouve et qui est fleuri chaque année ici devant l'Université libre de Bruxelles en face de la statue du fondateur de l'ULB. Merci Joan-Francesc Pont. Merci Eddy Kakelberg.